crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. Anna Cazenave-Cambet est une sacrée meuf et nous ne sommes pas peu fiers d'avoir pu la rencontrer et l'enregistrer pour ce nouvel épisode de Celle qui ose. Depuis le 10 décembre, Love Me Tender, son deuxième long métrage, est en salle. Adapté du livre éponyme de Constance Debré, Love Me Tender est un joyau cinématographique qui raconte la lutte d'une femme pour pouvoir être mère, pour avoir le droit d'aimer son fils envers et contre les mauvais clichés et les rancœurs personnelles et sociétales. Ce film est un véritable coup au cœur qu'il n'est pas envisageable d'éviter. Pour achever de vous convaincre d'aller le voir, écoutez Anna qui vous en parle bien mieux que nous. Si tu fais un mec dans la rue, mets-lui une main au cul, est-ce que tu l'as déjà fait ? Celle qui ose. Alors, je suis Anna Cazenave-Cambet, je suis la réalisatrice de Love Me Tender, qui est mon second long métrage, qui est un film qui était sélectionné à Un certain regard à Cannes en 2025, là, et qui est en salle depuis le 10 décembre partout en France. Alors moi, j'ai grandi dans une famille, mes parents n'étaient pas divorcés, donc avec mes parents. J'ai une grande sœur qui a 14 ans de plus que moi, qui est la fille de mon père, et donc avec qui on n'a pas vécu, puisqu'elle était déjà grande quand je suis arrivée. J'ai une mère qui a fait une grande partie de sa carrière en tant qu'éducatrice spécialisée, et puis qui s'est débrouillée comme elle pouvait, en ayant beaucoup à faire avec moi et la maison, à faire des validations des acquis et à avoir des concours petit à petit tout au long de sa carrière, et qui a terminé en sa dernière année de son métier en tant que directrice de structure. Donc elle a passé un peu toutes les étapes. Je le raconte parce que je pense que rétrospectivement, je me rends compte de ce que c'est que d'avoir réussi dans la vie qu'elle avait, parce qu'elle s'occupait énormément de moi, et que ce métier est quand même très prenant et difficile. Et je me rends compte de toute l'énergie qu'il a fallu déployer sans doute pour elle, pour réussir à retourner aux études. Et donc je pense que je l'ai vue faire ce choix-là quelques fois, pour passer des caps dans sa carrière. Mon père était conseiller technique et pédagogique à Jeunesse et Sport. J'ai jamais trop su ce que ça voulait dire. Mais voilà, mes deux parents travaillaient sur la question sociale, et c'était au centre de leur vie. Leur engagement politique aussi. À la maison, on parlait politique matin, midi et soir. Et au petit déjeuner, quand j'étais ado, ça avait le don de me mettre dans des colères dingues, de démarrer les journées comme ça. J'ai grandi dans une toute petite ville qui s'appelle Nérac, dans le sud-ouest de la France. Ici, à Nérac, capitale du royaume de Navarre. Henri est arrivé tout jeune, adolescent, et c'est ici qu'il a rencontré notre célèbre Fleurette, qui a été son premier amour, ses premiers émois amoureux. Ils ont courtisé longtemps, jusqu'à ce que Fleurette se donne à lui. Et malheureusement, elle espérait que ça durerait très longtemps, mais il ne lui a accordé qu'une nuit, alors qu'elle lui aurait donné toute sa vie. Et donc cette aventure amoureuse et ces émois amoureux ont donné lieu à un verbe, le verbe fleureter. Je m'ennuyais, c'était terrible. Je m'ennuyais à l'école déjà, beaucoup. Le collège et le lycée, c'était difficile pour moi. Je me demandais quand est-ce que la vie allait commencer. Et ça, j'ai un souvenir de ça vraiment toute petite, en fait. D'une envie très forte d'être avec les adultes, d'être avec les femmes plus âgées, notamment. J'aimais écouter ma mère quand elle discutait avec ses amis. J'avais l'impression que j'avais un appel comme ça assez fort. Et aujourd'hui, je me rends compte que je pense que ma mère m'a donné la possibilité, elle me l'a dit plus ou moins, mais de grandir un peu en dehors de la question de mon genre. Je crois qu'elle avait beaucoup souffert des injonctions qui étaient liées au fait d'être une femme et du fait que dans sa famille, il y avait quelque chose quand même d'assez, de très classique, de très normé. Elle venait d'un milieu avec très peu de moyens. Elle était la fille au milieu d'une fratrie avec un grand frère et une petite sœur. Et donc elle était très responsabilisée parce qu'évidemment le grand frère n'avait pas à faire quoi que ce soit pour s'occuper de la fratrie, mais elle devait s'occuper de tout et de tout le monde. Et donc elle a grandi vite, et je pense qu'elle a grandi beaucoup dans ces injonctions de qu'est-ce que c'est le féminin, comment est-ce qu'on doit être quand on est une femme, qu'est-ce qui est respectable. Et donc je pense qu'elle m'a un peu offert la possibilité de grandir à côté de ça. Je me souviens que, par exemple, elle m'a rien appris d'un point de vue du foyer.
Je suis incapable encore aujourd'hui de repasser quoi que ce soit. Je ne suis pas particulièrement obsédée par l'ordre dans ma maison. En tout cas, si j'ai quelque chose à faire, ça passera toujours d'abord, avant de faire du ménage. Elle m'a autorisée à pas me sentir responsable des tâches ménagères. Et ça, je sais qu'elle l'a fait à dessein. Qu'elle s'est dit, déjà d'une part, si je lui apprends pas, elle saura pas faire. Et donc, elle n'aura pas à le faire. Et qu'elle s'est dit aussi que j'avais d'autres choses à apprendre et qu'il fallait me donner cet espace-là. Et je lui en suis très reconnaissante parce que je me suis rendu compte en grandissant que finalement, cette charge-là, cette charge du foyer, cette charge de l'organisation des tâches ménagères, des tâches familiales, en fait, elle repose sur nous en tant que femmes très vite, y compris dans des relations où pourtant l'autre est déconstruit et concerné par toutes ces questions. Donc oui, je crois qu'elle m'a offert ce cadeau-là. Maman, elle va vous étonner, c'est Madeleine et Salomé, c'est Pompadour et Lavalière. Mais c'est Gabrielle d'Estrée, c'est la dernière des dernières, c'est tout sauf ce que vous croyez, c'est une femme qui naguère, c'est tout simplement oublié. C'est Madeleine et Salomé, maman, elle va vous étonner, c'est pas Thérèse d'Avila, maman, mais c'est pas du tout ça. Petite, j'avais du mal à comprendre les dynamiques entre filles. Je pense que j'ai été longtemps dans une sorte de trio qui était infernal, quoi, où il était tout le temps question de qui allait prendre le pouvoir sur qui. Est-ce qu'on serait la troisième roue du carrosse ? Je me souviens avoir beaucoup souffert de ça, avoir très envie d'être aimée de ces filles, mais en fait, à pas comprendre quoi, cette dynamique. Je pense que très tôt, j'avais envie de traîner avec les garçons aussi. Je pense que j'aurais grandi dans un autre espace, je me serais autorisée à me poser d'autres questions sur le genre aussi. Et je sais que j'étais pas ravie d'être une fille et que je trouvais que c'était assez injuste, quoi. Et il y avait une colère chez moi toute petite. Je trouvais qu'on n'avait accès à rien. Je trouvais que l'espace de la cour de récré était comme ça, scindé en deux. Qu'on avait très peu d'espace, qu'il y avait un espèce d'immense terrain de foot, de basket, qui prenait toute la place. Et puis moi, j'en avais vraiment rien à faire des ballons. Donc j'avais conscience de ce qu'on laissait aux garçons dans l'espace pour se déployer. Et j'avais l'impression que nous, on devait jouer à des tout petits jeux, faire des tout petits sauts autour de tout petits élastiques ou de cordes à sauter, faire des petits trous bien jolis. J'ai remarqué que les garçons prenaient beaucoup de place pour jouer au foot. Et comme nous, où il y a la petite pyramide, c'est le temps calme. Parce que là, c'est un petit endroit où il n'y a pas les garçons qui jouent au foot. Ou sinon, ça prend presque toute la place de la récréation. Je crois que j'étais assez énervée, quoi. Assez tôt, j'avais l'impression qu'on avait autre chose à faire. Ouais, j'avais une grande frustration du fait de mon genre. Et assez vite, moi j'ai eu globalement le corps que j'ai eu adulte autour de mes 11 ans, quoi. Et donc assez vite, en plus, j'ai basculé de ce truc de petite fille où j'aimais pas bien ça, être une petite fille, à un truc où j'étais une adolescente qui paraissait plus âgée que ce qu'elle n'était et qui du coup, me projetait encore dans une autre sphère qui était pas franchement plus agréable d'un point de vue du genre. Donc je pense que cette histoire d'identité de genre, elle a été au centre très tôt, en fait, pour moi. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. J'ai eu un choc esthétique quand j'ai vu Gala chanter, la chanteuse. J'avais l'impression de voir une femme comme j'en avais jamais vu, avec une forme d'androgynie, une puissance aussi. Je sais que ça me questionnait, je me demandais qui elle était. J'avais compris un peu qui était Simone de Beauvoir, assez tôt. Et pareil, elle m'intéressait, mais je comprenais pas bien pourquoi. Mais j'avais l'impression qu'elle était puissante, quoi. Cette idée de puissance et de reconnaissance aussi m'intéressait. Puis assez vite, je me suis ennuyée aussi. J'avais l'impression qu'on me faisait lire que des livres de mecs. Au collège, voir des films de mecs, lire des livres... Je me rappelle par exemple que j'étais très en colère contre les westerns. Mais ça me courrouçait, quoi. J'en avais rien à faire de leurs histoires. Je comprenais pas pourquoi on essayait de me rentrer dans la tête que un tel film était un chef-d'œuvre. Tout ce que ça nous laissait comme espace, c'était d'être la prostituée dans le saloon. Et je voyais pas bien pourquoi on était tous collégialement OK avec cette idée que ces films étaient des chefs-d'œuvre. Je sais que ça nourrissait un feu en moi où je me disais mais pourquoi on est tout le temps à côté de l'histoire. Let's go home, Debbie. Je pense que c'était assez pénible pour mon père très tôt. Mais oui, j'avais conscience en tout cas qu'il y avait un truc qui n'était pas OK, qui n'était pas équitable, quoi. Et ça me rendait assez nerveuse.
J'ai des souvenirs plutôt liés à mon adolescence, mais parce que j'ai pas une excellente mémoire globalement dans la vie. Ado, j'ai 2 rencontres un peu majeures. C'est la chorégraphe Anne-Theresa de Kersmaker et notamment Rosas Dance Rosas, dont je découvre un morceau sur YouTube dans une qualité pourrie. Et je sais qu'il y a un avant et un après. J'ai l'impression que c'est des femmes il y a pas de musique, mais c'est les bruits de leur corps qui font une musique au fur et à mesure. Et il y a comme ça un geste, une chorégraphie qui se répète, une boucle. Cette œuvre, à ce moment-là, j'en parle comme je la vois à ce moment-là, mais j'accède à un truc justement à l'endroit de cette violence de genre. Et je me souviens que ça me parle très fort. Et il y a autre chose, c'est que j'ai une prof de français à 16 ans, je pense, qui me fait lire L'amant de Marguerite Duras. Regardez-moi, j'ai 15 ans et demi. Et là, tout change. Enfin, vraiment, j'étais vraiment à un moment de ma scolarité où j'étais en train d'absolument tout abandonner, quoi. Et je me dis que si une autrice a pu écrire ça quelque part, c'est que peut-être il y a un après, quoi. Que peut-être quand on sera sorti de ce système scolaire, il y a des choses à découvrir, quoi. Mais vraiment, l'amant de Duras, à ce moment-là, c'est de l'air à un moment où j'en manquais beaucoup, quoi. Quand je cherche à savoir s'il existe une école de cinéma, je pense en 3e, on me dit non. On me dit que ça n'existe pas. Alors pour replacer dans le contexte, j'ai pas un très bon dossier, je vais pas beaucoup en cours. On voulait m'orienter vers un CAP technicienne de surface, ce qui est en fait femme de ménage ou homme de ménage, quoi. Et évidemment, moi j'ai zéro mépris à cet endroit, mais par contre, ça raconte ce qu'on espérait pour moi d'un point de vue scolaire. Et à quel point les profs me faisaient confiance aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait un truc... à un moment où moi, je demande s'il existe des écoles de cinéma. Donc ça raconte bien quand même là où je me trouvais et là où à quel point je me pensais en échec aussi. C'est quelque chose dont j'aime bien parler avec les ados, avec les lycéens, parce que je me souviens nettement de ça, quoi, d'avoir l'impression que du coup, si c'était ça qu'on prévoyait pour moi, alors je pouvais pas faire autre chose, quoi. Et donc, je laisse tomber cette histoire d'école de cinéma en me disant que visiblement ça n'existe pas trop. Il y avait Internet à l'époque, mais enfin, je suis pas un dinosaure, mais quand même, il faut resituer. Il y avait le site de la Fémis qui ressemblait à une espèce de traquenard bizarre de Minitel. On n'était pas sûr que c'était vraiment une école de cinéma. Et donc, à la fin, mes parents me poussent à avoir mon bac parce que c'est très important pour eux et qu'ils pressentent que peut-être qu'il y aura une deuxième partie de ma vie sur les études aussi. Et donc, ils tiennent à ce que je le passe et bon an, mal an, je finis par avoir mon bac. Et à la sortie de ça, mon père aurait rêvé que je fasse une prépa littéraire parce que j'avais déjà quand même vraiment des facilités d'un point de vue de la littérature. Et puis moi, je veux plus du tout jamais mettre mes fesses sur une chaise, écouter quelqu'un à 8 heures, c'est hors de question. Et donc, j'arrive à les convaincre de faire une école de photo et ils me font confiance, quoi, sur ce choix-là. Ça me sauve parce qu'en fait, j'arrive à l'école photo à Toulouse et là, je découvre la joie immense que j'ai à apprendre. Déjà que je suis capable d'apprendre, donc ça m'a demandé un certain travail sur moi, en fait, de réaccepter ça, puisque en fait, j'étais convaincue que je savais rien apprendre. Puis je découvre la joie, quoi, la joie de créer, la joie de fabriquer, le fait que je suis capable. Je découvre toutes les photographes je dis toutes parce qu'il y a des photographes hommes évidemment, mais il y a beaucoup de photographes femmes dans mes références. Et là, ma vie change complètement, quoi. Je pense à Nan Goldin évidemment, mais je pense aussi à Alice Sarfati, à Sarah Moon, à Jenny Villeneuve, qui sont toutes des rencontres surpuissantes pour moi. À Todd Ido aussi, qui du coup là est un homme, mais qui fait des photos notamment de femmes, de prostituées dans des espaces qui sont des portraits fabuleux. À Antoine d'Agata aussi, mais qui travaille finalement aussi sur le féminin d'une certaine manière, en tout cas sur une certaine violence. Et là, un monde s'ouvre à moi, quoi. Le fait de pouvoir dire avec le regard, ouais. Après l'école photo, je monte à Paris, convaincue que je vais être photographe. J'avais envie de faire de la photographie de mode et de la photo d'art, plutôt d'ailleurs de la photo d'art. Force est de constater que pendant 2 ans, je vis dans une super coloc où on s'amuse beaucoup, mais je suis essentiellement nounou 5 jours par semaine. J'arrive pas vraiment à faire de la photo. Puis j'y arrive pas aussi parce que j'ai une résistance en fait à l'endroit de la galerie d'art, le médium me paraît s'adresser à tellement peu de monde. En fait, je fais pas mon max, quoi, pour que ça se passe. Il y a un truc qui me va pas. Et je pense que je suis rattrapée par l'idée de réussir à m'adresser à plus de gens, mais puis aussi peut-être plus à plus de gens comme moi, parce qu'en fait,
Moi, le cinéma m'est parvenu dans une ville de 6 000 habitants, parce qu'on avait la chance d'avoir un cinéma qui passait de la réessai le jeudi soir. Et je sais que ça me revient, quoi, cette idée du cinéma. Aussi parce que les petites filles que je garde, elles ont 8 et 10 ans, et le mercredi, elles me montrent L'Aurore de Murnau, des films de Truffaut. C'est des petites filles qui ont un père notamment, mais des parents ultra cinéphiles. Et en fait, de revoir de découvrir, parce que L'Aurore, c'est elle qui me le montre, mais de revoir certains classiques, et puis de revoir enfin du cinéma comme ça. Je m'aperçois à quel point c'est mon endroit, à quel point je suis bien en fait, quand je regarde des films et quand je parle des films. Et donc un jour où je suis un peu perdue, où je me dis mais est-ce que je reste à Paris ? Enfin, quel est le sens de tout ça ? Et en fait, je regarde sur un site ce qu'a fait Desplechin parce que j'étais obsédée par comment je me suis disputée de ma vie sexuelle. Et là, je découvre qu'il a fait l'IDEC. L'IDEC, c'est la Fémis. Et quand je vais sur le site, c'est l'ouverture des concours. Je sais pas du tout ce que c'est cette école et je tente le concours. C'est comme ça que ça s'est passé. Et je l'ai eu en réalisation. C'est hyper dur, mais c'est surtout très très joyeux. Quand on a eu un parcours scolaire où on nous disait que ce serait impossible, c'est une très belle revanche. Ça change les choses. Celle qui ose. Je sens une différence qui est quand même notable entre le moment où je suis à la Fémis et où je rencontre des équipes, et notamment des équipes images, avec qui c'est compliqué. On nous entoure d'intervenants assez âgés, beaucoup de mecs, et des mecs qui ont vraiment un problème avec la posture de réalisatrice clairement. Enfin, j'ai le souvenir d'un court-métrage où la première journée, l'intervenant machinot passe sa journée à m'appeler chef, et il passe sa journée à m'appeler chef avec un petit sourire qui dit pas du tout qu'il veut m'appeler chef. Et je finis par me fâcher en lui disant d'arrêter ça, que je lui ai jamais demandé de m'appeler chef et que c'est très pénible. Et des expériences comme ça, il y en a eu des dizaines malheureusement à l'école. Je suis sortie de la Fémis en ayant un petit peu peur de comment j'allais faire pour trouver une équipe avec laquelle ce type de rapport serait plus là. Et en fait, la solution que j'ai trouvée, c'est de m'entourer d'une équipe dès mon premier long métrage, qui reste mon équipe aujourd'hui, qui est une équipe de gens en qui j'ai confiance, mais une équipe qui est très mixte d'un point de vue des genres. Ils ont tous le même point commun, qui est qu'ils n'ont aucun problème avec le fait qu'une réalisatrice soit une réalisatrice. Et ils sont tous très à l'écoute les uns et les unes des autres. Sur mon premier long, il y a eu 2 remarques que j'avais trouvées un peu limites. Puis j'étais allée voir la personne en lui disant, en fait, tu peux partir, tu peux prendre la porte si tu veux. Et sinon, juste tu arrêtes ça, parce que ça n'aura pas de place sur mon plateau. Et il se trouve qu'il a tout à fait compris et qu'il a tout changé. Voilà, moi, je suis entourée d'une équipe qui m'apporte beaucoup de joie, en fait, à cet endroit-là. Je ne suis pas intéressée non plus par la puissance. En fait, c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire qu'être une femme réalisatrice, ça demande tellement d'énergie pour avoir ne serait-ce que à peine la même place, que parfois certaines de mes collaboratrices, certaines femmes réalisatrices peuvent du coup être dans une démonstration d'ultra-puissance. Ce que je comprends du fait du parcours, mais moi ça m'intéresse pas. Et j'ai pas envie de m'entourer de gens qui ont besoin de ça pour m'écouter, pour me respecter. Donc voilà, je pense que j'ai trouvé des gens avec qui c'est joyeux, quoi. En fait, j'ai l'impression que mon audace, d'un point de vue intime, quoi, moi, elle se situe dans le fait de pas... je doute pas au travail. Je doute dans tous les autres aspects de ma vie. Je peux être extrêmement timide. C'est le social, les mondanités, par exemple, je suis très compliquée pour moi. Mais par contre... là où j'ai de l'audace, c'est que en fait, j'ai appris à écouter un feeling. Et si je décide que c'est le bon, je vais avoir l'audace de défendre ça. Et j'ai l'impression que c'est une audace parce que travailler au cinéma, c'est travailler avec des immenses équipes. Et donc, c'est se confronter à des dizaines de points de vue aussi. Et moi, je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop d'où ça vient, mais quand je suis sûre de quelque chose d'un point de vue artistique, je me laisse pas dérouter. Et je le dis d'autant plus que c'est un sentiment que je ne retrouve pas trop ailleurs. C'est-à-dire que c'est vraiment à l'endroit de mon travail. Et donc, je peux être, relativement audacieuse / têtue, quoi. Mais oui, c'est de ça dont je parlerai si je parle d'audace. Moi, j'ai l'impression que l'audace, c'est lié au courage, et à la confiance. Voilà, une rencontre entre le courage d'être soi et la confiance dans ce qu'on a à défendre. L'audace pour l'audace, c'est marrant, c'est un mot auquel je pense pas souvent, qui fait pas partie de mon langage, parce que j'ai l'impression que ça peut m'évoquer un peu rapidement
le fait de prendre beaucoup de place ou de beaucoup briller. Moi, prendre de la place, en tant que personne, ça m'intéresse pas beaucoup. Et j'aime mieux quand les gens essayent pas désespérément d'en prendre non plus, je pense. Mais par contre, ça peut m'évoquer, oui, ce truc un peu joyeux de croire en ce qui nous anime, quoi, et de réussir, puisque ce podcast parle de ça aussi, de réussir en tant que femme à pas mettre ça sous le tapis sous prétexte qu'on trouverait ça étrange ou qu'on trouverait ça un peu farfelu. Il y a autre chose, c'est que souvent, je pense qu'on hésite en tant que femme à demander quelque chose, quoi que ce soit. Et finalement, quand on ose, souvent ça marche en fait. Et souvent on se dit, mais il suffisait de demander. Ça, c'est un truc aussi que je lis peut-être à l'audace, au fait d'oser demander, mais je n'ai pas d'exemple précis, quoi, mais c'est un truc que j'apprends de plus en plus. L'adaptation du livre de Constance, ça s'est fait en 2 fois, en fait, parce que j'ai lu le livre pour moi dès sa sortie, et il a eu un impact très fort sur moi, pour moi, parce que moi, j'étais nouvellement maman. Ça me posait tout un tas de questions sur mon identité, j'arrivais plus trop à savoir. J'avais l'impression de me taper que des discussions avec des femmes qui voulaient me parler de couleurs de vêtements, température de biberon. Enfin vraiment, j'avais l'impression que mon espace se rétrécissait, que c'était terrible et je comprenais pas pourquoi avoir un enfant voulait dire à ce point retourner au foyer. Et le livre de Constance m'a donné sans doute une clé aussi, c'est-à-dire qu'à un moment elle dit je vais être une mère à ma manière, je vais le faire à ma manière. Et elle dit quelque chose d'autre, elle dit je vais le faire sans le ridicule des femmes. C'est assez violent. Et en même temps, je sais que moi, ça m'avait fait un bien fou de me souvenir que dans ce domaine aussi, et peut-être avant tout, j'avais bien le droit d'essayer de faire les choses comme je l'entendais, puisque dans le reste de ma vie, j'ai tendance à faire les choses comme je l'entends. Donc ça a été une lecture très forte, et puis qui m'avait beaucoup bousculée. Et c'est 2 ans après qu'on m'en a proposé. En fait, c'est les producteurs Nouveau Prod Cinéma qui m'ont proposé l'adaptation du livre. Et c'est marrant parce que donc j'avais lu ce livre pas du tout dans cette optique, pas du tout avec cette pensée de l'adapter plus tard. Et quand ils me l'ont proposé, ça a été vraiment évident pour moi. J'ai pensé que déjà, si le livre venait vers moi, c'est qu'il y avait une raison. J'aime bien essayer d'écouter ce genre de mouvement dans la vie. Et puis aussi parce que je me suis rendu compte que cette femme, j'avais envie de la voir au cinéma, j'avais envie de la défendre, j'avais envie qu'elle existe. J'avais envie qu'elle puisse faire du bien aux autres personnes, comme moi, ça m'avait fait du bien de la rencontrer aussi au livre. Après, évidemment, il s'agit d'une adaptation, et adapter, c'est aussi modifier et venir fictionnaliser, remettre une couche de fiction. Le film, aujourd'hui, il est dans une hybridité entre ce qu'est le livre et ce qui vient plus de moi, sans doute. Je tenais à respecter le rapport chronologique au temps de la justice. Ça, c'était capital pour moi. C'est un film qui parle de la famille et qui parle du temps de l'enfance versus le temps de la justice. Et en fait, c'est un film qui se déploie sur plusieurs années. C'est le parcours d'une femme qui lutte pour garder un lien, quel qu'il soit, auprès de son enfant. Et ce qui est en creux, c'est cette friction entre le temps de l'enfance, le temps du système judiciaire, la lourdeur du système judiciaire. Qu'est-ce que ça fait quand on dit à une mère, un parent, mais à une mère... tu verras ton enfant dans 2, 3, peut-être 4 mois. Où est-ce que ça résonne? Et aussi, qu'est-ce que ça fait quand on voit un enfant à intervalles? Qu'est-ce que c'est un enfant qui passe de 8 à 10 ans? Je sais qu'en lisant le livre, j'avais été percutée par cette idée d'année de l'enfance de son enfant qu'on perd et qu'on ne retrouvera jamais. Et donc j'ai travaillé avec cette idée au film que l'on sente le temps, qu'on éprouve le temps avec elle. Ce que j'observe, c'est que c'est un film qui peut soulager. Souvent, quand je rencontre le public, j'ai fait beaucoup tourner maintenant. Alors les gens se livrent beaucoup à moi, me racontent beaucoup leur histoire. Les gens pleurent en me racontant leur histoire. C'est un truc à recevoir, c'est très beau. Mais surtout, souvent, on me remercie d'avoir tenu cette parole-là à leur place, en fait, aussi. J'ai des enfants de parents divorcés, qui sont devenus adultes, mais qui sont très touchés par cette histoire, qui ont l'impression que des choses se rejouent pour eux et qu'ils comprennent mieux aussi certaines choses. J'en parle souvent, mais j'ai des petits gangs de grand-mères. Ça, c'est une joie, qui viennent me voir, qui, elles, souvent s'identifient plutôt à l'endroit de l'émancipation. De qu'est-ce que c'est réécrire sa vie, passer 40 ans pour une femme. Qu'est-ce que c'est s'autoriser à bifurquer, le prix à payer pour ça, souvent, ça les touche, Et puis, j'ai des jeunes femmes aussi qui sont vraiment... ou des femmes tout court qui sont dans des parcours de séparation, qui sont touchées par le parcours de Clémence. Je pense que la fin, pour moi, c'est une fin qui dit à la fois l'espoir, à la fois qui vient peut-être aussi résoudre cette question.
Je crois que ce qui m'a intéressée, c'était que ce livre parle de la chosification de l'enfant aussi, et de comment on fait pour remettre l'enfant à sa place, et par ricochet, comment ça nous remet en tant que mère à notre place. C'est-à-dire de nous rappeler qu'une femme est un individu, y compris quand elle devient mère, et qu'un enfant est un individu, et que je pense que cette espèce de mythe autour de la fusion et de la chimère qu'il y aurait autour de la maternité fait aussi que tout le monde s'enferme, et les mères en premier lieu. Et je crois que le film vient parler de ça, enfin vient répondre en partie à ça, et peut-être donner un peu de force et de liberté aux gens qui le voient, quoi. J'ai écrit avec l'idée d'en faire un film universel. C'était capital pour moi que ce film ne soit pas un film qui parlerait, par exemple, qu'aux personnes de la communauté queer, ou qui parlerait qu'aux femmes. Je suis très fatiguée globalement de toutes ces étiquettes qu'on essaye de nous coller sur la tête. Je disais récemment qu'on a le droit à réclamer notre titre de cinéaste en tant que femme. Et cinéaste, ça veut dire qu'on s'adresse aux gens qui aiment le cinéma. À partir de là, évidemment que mon film aborde des questions qui sont des questions liées à la communauté queer, qui sont des questions liées au féminin. Mais c'est un film qui parle aux parents, en fait, avant toute chose. J'ai écrit avec cette envie de donner des portes, des endroits d'accès à tout type de spectateurs. Aussi parce qu'on en parlait au début, mais c'est mon rapport à ce médium-là. C'est-à-dire que le cinéma permet de parler à tout le monde. Et ça, c'est tellement fabuleux, quoi. C'est tellement une chance. C'est un des rares médiums qui permet de parler à tout le monde. Donc j'ai écrit avec ça en tête. Et puis, en fait, en commençant les tournées, en commençant à le montrer, là, j'ai compris à quel point le film percutait les gens sur des endroits de questionnement qu'ils avaient, eux. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, la famille ? Enfin, on peut donner une définition de la famille qui soit une définition hétéronormative. Et finalement, moi, si j'observe les gens autour de moi, les gens sont divorcés, les gens sont coparents, les gens sont dans des couples homosexuels avec des enfants. Les copines aident les copains gays à faire des gosses. Enfin, je veux dire, des modèles de famille, il y en a plein. Les mamans sont solo avec leurs enfants. Je crois que c'est pour ça que le film fonctionne si bien sur les spectateurs. Mon chéri, n'écoute pas ceux qui disent que c'est grave qu'on ne se voit pas. N'écoute pas ceux qui disent que je dois te manquer comme tu dois être malheureux. N'écoute pas ceux qui prennent un air gêné quand il est question de moi ou de la situation ou de toutes ces choses. Je sais que tu sais qu'il ne faut rien écouter et que les gens racontent n'importe quoi. Tu sais très bien baisser les yeux et laisser dire. Le procès, les mensonges, le théâtre, il me semble presque inutile de t'en parler. Tu as très bien compris ce qu'était la justice. Il faut dire que c'est vite vu. Et puis l'amour quand ça tourne mal. C'est bien pour ton éducation. Ce n'est pas ma faute si c'est un peu brutal, c'est la vie qui l'est. Tu te souviens de la corrida ? Tu avais quoi, 6 ans ? Les gens me regardaient déjà comme une dingue de t'emmener voir ça. J'aime la corrida pour sa vérité. La vérité de la violence, de la peur, de la mort. C'est pour ça que c'est beau. C'est une grande fête de voir qu'on peut supporter les choses. Quant à ton père et moi, et sa colère contre moi, et tout ce qu'il a pu dire sur moi, au juge et à toi, ne t'en offusque pas, ne lui en veux pas. C'est banal, tu sais, que d'anciens amants se disputent. C'est une vieille histoire, les fioles d'acide qu'on se jette au visage quand on ne s'aime plus. Pour tout te dire, je préfère encore ça aux gens qui dînent ensemble le jour de leur divorce. Je préfère la vérité de la guerre à l'hypocrisie de la paix. Je ne sais pas si tu me hais, tu n'as pas à me répondre. Tu as le droit de me haïr. C'est même une nécessité de l'amour de haïr. Il n'y a pas d'amour sans haine. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs ou des lâches. Une nécessité de l'amour d'un enfant pour ses parents, plus encore d'un fils pour sa mère, de la haïr. Pourtant, beaucoup de fils n'y arrivent pas. Moi-même, qui suis une fille qui aimait ma mère comme un fils, je ne sais pas si j'y serais parvenue. Et je crois que c'est pour ça qu'elle est morte, parce qu'elle savait que je n'aurais pas eu le courage de la tuer. Et qu'il faut bien tuer qui on aime, savoir qu'on en est capable, qu'on en a toujours le droit. L'amour est une sauvagerie. Ne sois pas triste si tu penses à moi, ça ne sert à rien la tristesse. Si tu es triste quand même, sache que je pense à toi tous les jours. Je suis ta mère, c'est quelque chose qui ne cesse jamais. Je t'embrasse, maman. Lettre jamais postée. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. Alors,
Vous avez aimé ce nouvel épisode de Celle qui ose ? On espère parce que nous, on a adoré le fabriquer. Et ce qui serait sympa, ce qui nous aiderait vraiment, c'est, si vous avez aimé le podcast, de mettre des étoiles, de rédiger un petit commentaire et même de vous abonner au podcast. Merci beaucoup et à très vite. Siffler un mec dans la rue, mets-lui une main au cul. Est-ce que tu l'as déjà fait?